12 heures dans nos studios ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition, spoliation foncière et malgouvernance, le professeur Malick Ndiaye invite les autorités à visiter les valeurs, traditions et vertus pour une bonne gouvernance foncière. Face à Baye Oumar Gueye dans l'émission Objection de ce matin, le sociologue a aussi relevé la nécessité pour le pays de faire le bilan critique de son système de gestion et appliquer une méthode partant de nous-mêmes. Vous l'entendrez dans ce 12 heures. Dans le sud du pays, les polémiques se mettent à polluer le climat sur la route nationale numéro 4 qui relie Sénoba à Pâques, un projet de construction qui fait grincer des dents, et comment les populations dénoncent l'octroi du marché à une entreprise étrangère. Elles craignent de perdre la main-d'œuvre locale dans un contexte de précarité de l'emploi des jeunes. Une problématique prise en charge à Bignona. La coalition Benno Bokk Yakaar active ou bien même sensibilise les jeunes sur les opportunités de financement. La journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin. Ils sont plus de 80 millions d'hommes, de femmes et d'enfants en situation de déplacement à cause de la guerre, des violences et des persécutions. Plus de 16 000 réfugiés et demandeurs d'asile ici au Sénégal. Leur situation précaire, l'accès à l'éducation et aux soins est difficile. Le réseau Migration et Développement demande aux autorités de revoir leur statut. Le chargé de programme, vous l'entendrez, Moustapha Kemal Kébé sera l'invité de ce 12 heures. Élection locale du 23 janvier chez le maire de Malicounda, candidat à sa propre succession. Il a été investi par ses camarades de Benno Bokk Yakaar. Sur l'international en Guinée, chez l'Organisation mondiale de la santé, a officiellement annoncé ce samedi la fin de la deuxième épidémie d'Ebola. Dans l'actualité sportive, Ligue 1 sénégalaise, Dakar Sacré-Cœur Teungueth FC, c'est cet après-midi à partir de 17h. La rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine avec Marie-Rosalie Ndiaye complète cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer, gérer aujourd'hui pour rendre compte demain. Le sociologue en appelle à une étude comportementale de l'accomplissement dans les deux mondes, aujourd'hui et demain. Pour le professeur Malick Ndiaye, ce n'est pas Dieu qui fait les présidents, non plus chez les fossoyeurs et détournements de fonds publics. Aujourd'hui, le bilan s'impose par une révolution des savoirs. Le professeur Malick Ndiaye l'a dit à Baye Oumar Gueye dans Objection de ce matin. La gouvernance de la terre. Si on vous confie la gouvernance de la terre, vous êtes responsable. Donc, c'est pas Dieu qui fait les présidents, ce sont les hommes eux-mêmes. Maintenant, celui qui détourne, et demandez au roi d'Oussouy, demandez au Mad Cynique, demandez à nos chefs, dans la tradition et dans les valeurs et dans les vertus, il y a des choses que ces gens-là jamais ne feraient. Comme par exemple ceux qui prennent les terres, Andengele, Dougar, etc. Bref, je pense que le Sénégal doit comprendre que nous sommes en mesure de faire le bilan critique de ce que les cousins Nar, arabes, que nous aimons beaucoup, nous ont amené, de ce que les cousins Toubab nous ont amené en termes de religion ou de système. Mais il faut qu'on applique une méthode partant de nous-mêmes. Cette méthode partant de nous-mêmes qui est, en français on peut l'appeler, j'ai demandé l'autorisation de l'appeler épistéméthodologie, c'est-à-dire que c'est l'épistémé, c'est-à-dire le savoir authentique que nous avons ici, qui doit être la base pour accueillir tous les savoirs du monde. Et donc, moi je ne veux pas qu'on s'en prenne ni aux hommes politiques, opposition au pouvoir, ni aux organisations de la société civile qui sont aussi dépendantes que les hommes politiques. Il faut simplement que nous créions les conditions pour une révolution des savoirs. Cette révolution des savoirs doit consister modestement ce que les talibés du labo de prospective appellent la recomposition. À l'instant, le sociologue professeur Malick Ndiaye, un extrait de son entretien avec Baye Oumar Gueye dans l'émission Objection de ce matin. L'intégralité de cet entretien que vous pouvez suivre sur notre plateforme www.surfmsenradio.com. Sud FM.
Et nous parlons tout à fait autre chose. Polémique persistante autour du projet de construction de la route nationale numéro 4 qui relie Sénoba à Pâques. C'est dans le sud du pays. Les populations riveraines du tronçon dénoncent l'octroi du marché à une entreprise étrangère au détriment d'une autre du Sénégal. Ces populations craignent de perdre la main-d'œuvre locale dans un contexte de précarité de l'emploi de la jeunesse. Correspondant Seyou. Moussa Dramé. Les travaux de construction de la route nationale numéro 4 reliant Sénoba en Pâques, soit de la frontière avec la Gambie jusqu'à celle d'avec la Guinée-Bissau, suscitent déjà beaucoup de polémiques. Après une bataille juridique des entreprises soumissionnaires, c'est au tour des populations riveraines de la route de prendre le relais. Celles établies entre Faoun et Sénoba ont fait face à la presse ce samedi pour dénoncer le choix porté sur une entreprise étrangère et plaider en faveur de Ecotra du Sénégal. Ousmane Keita est le porte-parole des populations de ce tronçon. Lorsque la soumission a été faite, il y a une entreprise locale qui avait gagné le marché. Aujourd'hui, nous voyons une entreprise étrangère du nom de CRSG qui semble prendre le marché. C'est Ecotra qui avait gagné le marché. C'était le bonheur de tout un chacun. Ce dossier a même été au niveau de la justice et que la justice avait donné raison à Ecotra par rapport à cette situation. Mais jusque-là, on constate que les Chinois sont encore sur le terrain. Ces populations soutiennent qu'avec une entreprise locale, il est plus facile de disposer d'une main-d'œuvre bien rémunérée, selon toujours le porte-parole du jour, Ousmane Keita. On veut faire comprendre à nos autorités qu'il est temps qu'on fasse travailler nos entreprises locales pour qu'ils puissent participer au développement de la population locale. Prendre la jeunesse comme main-d'œuvre et ce qui va à cette jeunesse d'avoir un développement économique qui permettra à ce pays d'aller de l'avant. La construction de cette route nationale numéro 4 est très attendue en raison de son niveau de dégradation très avancé, à l'origine de beaucoup d'accidents de la circulation avec un impact très préjudiciable sur l'économie locale et le besoin quotidien des populations. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, toujours dans le sud du pays, la coalition Benno Bokk Yakaar de Bignona active les leviers de la sensibilisation pour orienter les jeunes vers les niches de financement et pour l'emploi. Un grand forum a réuni hier à Bignona jeunes et responsables de la coalition pour informer, sensibiliser et baliser le chemin de l'emploi des jeunes et l'accès au financement. Ernest Sambou, responsable APR Bignona, président du comité scientifique du forum, au micro de Ignace Dey. Le département de Bignona est un département riche du point de vue agricole, riche du point de vue halieutique, riche du point de vue touristique. Donc c'est un département qui a énormément de potentialité dans tous les domaines de la vie économique. Donc aujourd'hui, la seule difficulté réside dans l'accès à l'information, la bonne information. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui pensé à ce genre de forum qui constitue un cadre qui permet aux jeunes d'avoir la bonne information après avoir été dans des structures de formation professionnelle pour aller à l'assaut des financements. Le département, comme vous le savez, est un département très riche à tout point de vue. Donc, les jeunes aujourd'hui sont dans un besoin d'accompagnement aussi bien au plan professionnel mais aussi au plan des financements. Nous attendons que dans toutes les communes du département, que ce genre d'activité soit organisé. D'ailleurs, ça a été une forte recommandation du forum. Peut-être pas sous le même format, mais les élus locaux ont été suffisamment sensibilisés pour que cette activité soit démultipliée au niveau des communes, démultipliée au niveau des villages, démultipliée au niveau des quartiers, pour que tous les acteurs à la base puissent disposer d'informations assez intéressantes leur permettant d'aller à l'assaut des financements qui sont annoncés par le président de la République et qui tournent autour de 450 milliards. Mais déjà pour l'horizon 2021, 150 milliards vont être mobilisés par l'État, par le président de la République pour les jeunes dans le cadre de leur projet, mais aussi dans le cadre de leur offre de formation professionnelle. Et puis, lutte contre la déperdition scolaire dans la commune de Mboro. Le président du mouvement And Defar a offert du matériel informatique au lycée SM de Mboro, une initiative pour booster la performance des élèves à l'école. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou avec Babacar Sow. Au lycée de Mboro et au CM de Mboro. Le monde d'aujourd'hui est à la croisée des chemins. Les pouvoirs publics sont assaillis par une demande accrue. Les contraintes budgétaires imposent des réductions drastiques pour la satisfaction de la demande sociale. Il faut une nouvelle approche du développement. Il faut la participation de tous, la symbiose de toutes les énergies, de toutes les ressources, de toutes les compétences pour venir à vous toutes les difficultés. Ainsi, donc, je lance un appel solennel à tous les Mborois d'ici et de la diaspora à venir investir partout où ils sentiront la nécessité. Pour ma part, vous pouvez toujours compter sur moi.
sur ma disponibilité. Je répondrai toujours présent chaque fois que le besoin se fera sentir. Je répondrai toujours présent chaque fois que j'en aurai la possibilité. Je le ferai par devoir de mémoire et de reconnaissance. J'espère enfin qu'on aura d'autres occasions où nous reviendrons apporter d'autres dons au bénéfice de notre chère ville de Mboro. Sud FM. À Tivaouane, les élections locales du 23 janvier prochain aiguisent déjà les appétits au sein de la mouvance présidentielle. Responsable politique, par ailleurs président de l'association Sopey Al-Amin, Pape Momar, déclare sa candidature à la mairie de Tivaouane et tire à bleu rouge sur la gestion de l'actuelle équipe municipale. Babacar Sow. Élection locale du 23 janvier prochain, Tivaouane, la religieuse, enregistre une autre candidature. Il s'agit de celle de Pape Momar Gaye, président de l'association Sopey Al-Amin et un des responsables politiques de la mouvance présidentielle. En assemblée générale, devant ses partisans au quartier Djida, il appelle à un changement de la gestion municipale. Pape Momar Gaye. Je dirais encore une fois qu'après avoir accepté votre main tendue, je déclare solennellement ma candidature à la mairie de Tivaouane pour les prochaines élections du 23 janvier 2022. Nous allons nous engager sur le terrain à mener une politique de proximité pour que le message que nous portons soit encore une fois perçu par tous les Tivaouanois. Nous nous engagerons véritablement à ne ménager aucun effort pour que les Tivaouanois sachent encore une fois que l'heure est venue, pour que nous nous donnions la main, pour que nous construisons ensemble Tivaouane ville du futur. Pape Momar Gaye, président de l'association Sopey Al-Amin, candidat déclaré aux élections du 23 janvier prochain, n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur la gestion de l'équipe municipale actuelle. Pape Momar Gaye. Le manque d'ambition qui a été noté à travers une équipe municipale qui encore une fois a montré ses limites avec un maire qui a été incapable de diriger les destinées de cette ville. Nous avons les compétences requises, nous avons l'engagement nécessaire, nous avons la vision pour que cette ville-là rayonne à travers le monde. Aujourd'hui, on ne parle pas de gestion. Tivaouane pendant 7 ans, aucun investissement de taille. Pour corriger ces manquements, il va falloir ensemble qu'on construise un nouveau esprit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette ville, comme vous l'avez dit, nous sommes d'accord d'être le candidat idéal pour mener à bien le train qui doit mener Tivaouane vers des lendemains meilleurs. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. À Malicounda, le maire de la commune veut remplir pour un deuxième mandat. Maguette Sène est candidat à sa propre succession pour continuer, dit-il, le travail déjà entamé depuis 2014. Il se dit confiant de son bilan avec l'accès universel à l'eau et à l'électricité. Maguette Sène a été investi par ses camarades de Benno Bokk Yakaar. Il est au micro de Moustapha Sall. L'élément, donc, vous l'entendrez dans notre prochaine édition en Wolof. Et puis, plus de 16 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivent au Sénégal selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des réfugiés et demandeurs d'asile dans une situation précaire qui font face à beaucoup de problèmes. L'obtention de documents administratifs, l'accès à l'éducation pour leurs enfants, l'accès aux soins, surtout en cette période de pandémie. Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés et il en profite pour demander aux autorités de revoir leur statut. Le réseau Migration et Développement accompagne ces réfugiés. Vous entendrez Moustapha Kemal Kébé avec Mame Diarra Da Silva. Il sera l'invité de ce 12h. Retenez également que dans le monde, plus de 82 millions de personnes se trouvent en situation de déplacement forcé et ont vu leur vie bouleversée par la guerre, les violences et les persécutions, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En Afrique, l'Ouganda accueille la plus grande population de réfugiés d'Afrique avec quelques 1,5 million de personnes provenant principalement du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Des réfugiés fortement touchés par la pandémie, leurs conditions de vie pourraient se détériorer, voire même devenir intenables, alerte le HCR. L'agence révèle 347 incidents de suicide parmi les réfugiés en 2020. Les données sur les suicides durant le premier trimestre 2021 sont également inquiétantes, avec 76 incidents enregistrés. La plupart des cas concernent des jeunes femmes victimes de la violence sexiste.
Sud International. L'actualité hors de chez nous qui nous mène en Guinée. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé samedi la fin de la deuxième épidémie d'Ebola en Guinée qui a été déclarée, je vous le rappelle, le 14 février. J'ai l'honneur de déclarer la fin d'Ebola en Guinée, a déclaré donc le responsable de l'Organisation mondiale de la santé, Alfred Kizerbo, lors d'une cérémonie dans la région du sud-est de Zérékor, où la maladie a fait surface fin janvier. Le ministre de la Santé, Rémi Lamont, a ajouté au nom du chef de l'État, je cite, « Je souhaite déclarer la fin d'une résurgence d'Ebola en Guinée. La dernière épidémie a vu 16 cas confirmés et 7 infections probables, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé, ajoutant que 12 d'entre elles étaient mortelles. Il s'agissait de la deuxième épidémie de ce type dans ce pays pauvre de 13 millions d'habitants depuis l'épidémie dévastatrice d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest qui a fait 11 300 morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Au Mali, le nouveau chef de gouvernement, Choguel Kokala Maïga, a dévoilé les priorités de son gouvernement. Les axes prioritaires sur lesquels il veut focaliser ses actions sont donc l'amélioration de la sécurité, trouver une trêve sociale avec les partenaires sociaux, lutter contre l'impunité, entre autres. Il a donné ces informations lors de son premier conseil de cabinet avec les membres de son gouvernement. Sur Ibrahim Maïga, correspondance. S'adressant à ses collaborateurs, le Premier ministre a d'abord rappelé qu'être ministre, c'est être un serviteur de l'État, en tout lieu, en tous instants. Selon lui, ses compatriotes maliens sont meurtris par des souffrances de toute nature et attendent de son équipe leur allègement. Ce nouveau gouvernement ne doit pas les décevoir, déclare-t-il. Pour ce faire, M. Maïga, qui a déjà pris conseil auprès de la grande partie de ses prédécesseurs premiers ministres, promet une gouvernance de rupture et d'exemplarité. L'ancien président du comité stratégique du M5 a aussi profité de ce conseil de cabinet pour axer ses efforts sur les domaines prioritaires suivants: l'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections crédibles, la réduction du train de vie de l'État, la moralisation de la vie publique, la fin de l'impunité et la satisfaction d'une part importante de la demande sociale. Au sujet de la sécurité, il prévoit d'engager des opérations purement militaires qui donnent des résultats probants avec la création des conditions sécuritaires pour le retour de l'administration, notamment dans les zones les plus affectées par la crise en cours. Sur le deuxième sentier, il dévoile que très prochainement se tiendront les assises nationales de la refondation. Le gouvernement s'attachera aussi à obtenir une trêve globale, politique, syndicale, sociale, afin de créer un climat d'apaisement, de sérénité et de confiance mutuelle, poursuit le PM. Tout en annonçant la fin de l'impunité, Choguel conclut que de véritables poursuites judiciaires consécutives aux tueries et exactions contre les victimes des journées de juillet 2020 seront également engagées. Sori Ibrahim Maïga, depuis Bamako pour Sud FM. La Chine a désormais administré plus de 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, sans toutefois préciser le pourcentage de la population ayant reçu une vaccination complète. Ce nombre de doses injectées représente plus du tiers du total planétaire. Le monde avait passé vendredi 18 juin la barre des 2,5 milliards selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de sources officielles. Ligue 1 sénégalaise, 21e journée. Casa Sport Seneps Excellence, c'est à partir de 17h au stade Aline Sitoé Diatta, au stade de Mbour. Jaraaf à partir de 17h. Stade de Mbour, Jaraaf à partir de 17h également à Massen-Sen. Vous aurez les autres affiches US Gorée Djambar au stade municipal de Mboro, AS Pikine Ñaari Tali à partir de 17h également au stade Alassane Djigo. Dakar Sacré-Cœur qui va recevoir le leader Teungueth FC au stade Amadou Barry. Ndiambour AS Douane au stade Albouri Ndiaye.
Génération Foot va accueillir Mbour Petite Côte. Et puis au classement, vous avez Teungueth FC qui est devant avec 41 points, suivi par AS Pikine 36 points et Génération Foot 35 points. Ndiambour, Niary Tally et Ouest Gorée occupent le bas du classement. Ligue 2, on aura à 17h Linguère et Sonacos, Guédiawaye FC contre Thiès FC. Et puis hier, Jamono Fatick a battu donc Renaissance de Dakar par 2-1. US Gorée et Duc se sont neutralisés 0 but partout. Même score entre Demba Diop FC et Port. Africa Promo Foot et J Fatick, Amitié FC et Keur Madior ne sont pas encore programmés au classement. Guédiawaye FC est devant avec 43 points. Linguère US Ouakam arrive respectivement deuxième 39 points et troisième 32 points. Port, Jamono Fatick et Africa Promo Foot ferment les marches. Et puis Euro 2021, programme de la journée. Troisième journée du groupe A. Les matchs vont se jouer à la même heure à 16h. Suisse, Turquie, Italie, Pays de Galles. Dans ce groupe, les Italiens sont déjà qualifiés avec 6 points en 2 matchs. Ils sont suivis par Pays de Galles avec 4 points. Suisse avec 1 point tentera d'avoir un résultat positif, faire partie des meilleurs de chaque groupe, mais elle fera face à la Turquie qui avec 2 défaites va essayer de terminer sur une victoire. Hier, en clôture de la deuxième journée du groupe F, Allemagne a battu le Portugal 4-2, s'il vous plaît. Hongrie a tenu en échec la France, 1 but partout. Tout est encore possible dans ce groupe avec une troisième journée qui promet, avec la revanche de la dernière finale de l'Euro entre le Portugal et la France. Et pour le groupe E, Espagne a été tenue en échec également par la Pologne de Lewandowski, auteur du but égalisateur, 1 but partout. Parlons basketball, Coupe du Maire, ce samedi, tard dans la nuit, l'AS Ville de Dakar a battu Dakar University Club 64-57 en finale de la Coupe du Maire chez les dames. La formation de Dakar a ainsi remporté la compétition pour la 3e fois. Golf, le développement de la discipline partout dans le pays, c'est l'ambition de la Fédération sénégalaise de golf. L'instance compte mettre en place des écoles de golf dans toutes les régions. Une vingtaine de moniteurs de golf ont subi une formation pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Ils vont accompagner le projet pour l'atteinte des objectifs. Voici Sidi Gueye, vice-président de la Fédération sénégalaise de golf, au micro de Moustapha Sall. Nous n'avons pas de regrets parce qu'on aurait souhaité effectivement qu'il y ait beaucoup plus de moniteurs pour quand même développer le golf à travers le Sénégal. Comme l'a dit tout à l'heure Madame la directrice, le rôle de la fédération c'est effectivement de développer le golf au niveau du territoire. Et si nous n'avons pas de moniteurs, il va être difficile pour nous de développer cette discipline. Oui, nous avons une politique déjà sur place parce qu'en fait, pour développer, il faut déjà passer par des écoles de golf. Et nous avons commencé déjà à mettre en place des écoles de golf qui vont contribuer effectivement à la formation de ces jeunes-là. Pour la création de ces écoles-là, c'est pour effectivement identifier et former, accompagner des jeunes pour le JOJ de 2026. Mais au-delà de cela, nous envisageons effectivement d'avoir une équipe fédérale plus tard qui va représenter le Sénégal un peu partout à travers le monde et former des champions. Le golf est resté, disons, au même stade depuis un certain moment. Et c'est pour cela, effectivement, depuis que la fédération s'est structurée, on veut effectivement gravir un autre palier. Et c'est pour cela, effectivement, qu'on a commencé par cette formation, parce que la formation est capitale. Donc, après cette formation, le ministère est vraiment ouvert pour accompagner la fédération, pour former même d'autres métiers du golf. Donc ce ne sera pas seulement au niveau des moniteurs, mais la formation va se transférer ou bien se déplacer aussi vers d'autres activités golfiques pour que le golf soit vraiment une référence au niveau de la sous-région. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Moustapha Kemal Kébé, le chargé de programme du réseau Migration et Développement. Il est avec Mame Diarra Da Silva. Nous sommes avec Moustapha Kemal Kébé. Il est chargé de programme au niveau du réseau Migration et Développement.
Monsieur Kébé, tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile vivant au Sénégal? Oui, concernant le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile au Sénégal, d'après les chiffres même du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils sont estimés à hauteur de 16 276 personnes, dont 14 346 réfugiés et 1930 demandeurs d'asile vivant au Sénégal. Dans quelles conditions vivent ces réfugiés au Sénégal? La plupart des réfugiés sont dans des situations un peu précaires, à l'image d'une grande partie des Sénégalais. La plupart font face à des situations socio-économiques difficiles. Ils ont des difficultés d'obtention d'abord de documents administratifs liés à leur statut de réfugié, et ça aussi leur pose comme contrainte l'accès à des banques pour retirer de l'argent ou pour ouvrir un compte, l'accès au service d'état civil pour l'obtention de documents, la reconnaissance même parfois des documents délivrés par l'État du Sénégal, c'est très difficile. Et souvent, donc, même les forces de documents des réfugiés n'est pas reconnu même par la police ou la gendarmerie, alors que c'est un document qui est délivré par le ministère de l'Intérieur. Et au niveau aussi de leurs difficultés, donc, dont ils nous font part, c'est l'accès à ces documents. La procédure est tellement longue, gérée par une commission nationale d'éligibilité, mais beaucoup de temps pour délivrer ces documents, les réponses. Il n'y a pas un encadrement vraiment de la procédure, raison pour laquelle les délais sont très longs. Et même en cas de refus de cette commission-là, donc du statut, ils n'ont qu'une seule possibilité, c'est écrire une lettre recommandée à adresser au chef de l'État. Vous imaginez comment le chef de l'État, avec les urgences qu'il doit gérer, qu'il doit répondre à un réfugié. Donc je pense que c'est des situations qu'ils vivent de manière très difficile dans ce pays. Et quels sont leurs besoins? Les réfugiés nous font souvent part de leurs difficultés en termes d'accès à l'alimentation, les besoins de première nécessité, le paiement souvent des factures, notamment le logement, le paiement aussi de la scolarité des enfants, la question liée à l'accès à la santé avec les coûts vraiment donc des ordonnances. Beaucoup d'entre eux travaillent dans le secteur informel et ont besoin d'accéder au financement qui est très difficile. Monsieur Kébé, pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés cette année, l'accent est mis sur la Covid et on sait tous que l'accès à la prévention, aux soins et à la vaccination reste difficile pour les personnes en situation de vulnérabilité comme les réfugiés. Est-ce le cas pour ceux qui vivent au Sénégal? Oui, par rapport à la Covid-19, je pense qu'à l'image des Sénégalais, les réfugiés aussi ont eu des difficultés, mais ont su aussi développer des systèmes de résilience qui leur ont permis de pouvoir tenir jusqu'à présent. Mais il y a aussi d'autres structures telles que la société civile, dont le CONGAT, la structure faîtière des ONG, le Forum social, le Réseau Migration et Développement, le Caritas Paris, l'AGS, entre autres organisations de la société civile qui les ont beaucoup appuyés en termes d'accès aux produits de base, mais aussi à des produits sanitaires comme les masques, les gels. Nous les avons aussi appuyés, nous en tant que Réseau Migration, nous les avons appuyés financièrement pour développer, mais aussi renforcer leur activité génératrice de revenus. Je vous remercie, Moustapha Kemal Kébé. Je rappelle que vous êtes chargé de programme au niveau du réseau Migration et Développement. Merci également à vous, Mame Diarra Da Silva. La rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine, c'est avec Marie-Rosalie Ndiaye. Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Début de semaine macabre avec 15 cas de noyade dans des plages de la banlieue de Dakar. Les victimes sont âgées entre 12 et 22 ans. Une situation qui inquiète les autorités mais aussi les parents qui demandent un dispositif de veille et d'alerte. El Hadj Moussa Thiam. On a vécu un week-end macabre dans les plages de la banlieue. Sur la plage de Mboro en début de week-end, 3 cas de noyade ont été enregistrés. Les corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers. Le nombre s'est accentué le dimanche soir sur la plage de Malika où 10 jeunes se noient. Il a eu 5 rescapés parmi les noyés, les corps sans vie. Des autres 5 jeunes ont été même repêchés par les sapeurs-pompiers. Pendant ce temps, sur la plage de Gadaï, 2 jeunes meurent noyés, ce qui fait le total de 12 cas de noyade et les 3 de Mboro. A signaler que la tranche d'âge des 15 noyés varie entre 12 et 22 ans. La responsabilité de tous est engagée. Les autorités, surtout les préfets, les maires et même la protection doivent renforcer le dispositif de surveillance des plages non autorisées en appliquant
appliquant une certaine rigueur tout en mettant en contribution la gendarmerie pour dissuader la fréquentation des plages non autorisées, comme du temps de l'état d'urgence sanitaire où les plages ont été bien même gérées par un dispositif. Les sapeurs-pompiers doivent ériger des flotteurs pour délimiter les zones dans les plages autorisées en cette période de forte fréquentation des plages par les jeunes, voire installer de petites brigades d'intervention sur les plages pour appuyer les maîtres nageurs volontaires qui ne bénéficient même pas d'appui des collectivités territoriales. La responsabilité des parents pointée du doigt. Ces derniers doivent redoubler de vigilance concernant la sortie des enfants qui des fois se dérobent des classes et même de la maison pour se rendre à la mer par groupe. La Grande Côte va encore continuer de faire des victimes si nous ne redoublons pas d'efforts sur la surveillance des plages et l'occupation des enfants pour les éviter de se rendre dans les plages non autorisées et autorisées en cette période de canicule. Banlieue dakaroise, Elhadji Moussa Thiam, Radio Sud FM. À Kaolack, des étudiants de l'université du Sine Saloum en grève mardi ont caillassé et endommagé des bureaux, des climatiseurs et mobiliers. Ils ont cassé des vitres et occasionné d'autres dégâts. Le lendemain, mercredi, les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal de Kaolack et Diourbel ont également perturbé les enseignements dans les lycées pour exiger de meilleures conditions d'études. Il y a eu une dizaine d'interpellations avec l'intervention des forces de sécurité. Face à ces remous et d'autres annoncés, le SAES suspend les cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'à nouvel ordre. En réunion mercredi, la section SAES de Dakar a estimé qu'il n'est pas possible de mener les activités en toute sécurité. Fatou Sekouyoum, chargé des revendications de la section SAES de Dakar, s'en explique au micro de Elhadji Malick Ndiaye. Alors, pour rappel, la décision a été prise hier lors de la réunion du bureau de la coordination élargie au EG de section. En principe, c'est une prérogative qui est dévolue à l'Assemblée générale du campus, mais malheureusement, celle-ci ne pouvant pas être réunie à l'urgence, nous avons décidé de prendre nos responsabilités puisque nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos militants. Et face aux agressions physiques, verbales et matérielles qu'ils ont eu à subir au cours de ces derniers jours, nous avons décidé effectivement de les protéger. Et cette protection passe bien sûr par la suspension des cours jusqu'à avoir une visibilité dans la situation qui sévit aujourd'hui au niveau du campus de Dakar. Le Forum civil section Guédiawaye a organisé mercredi un sitting devant la mairie de Guédiawaye pour exiger l'annulation du décret de déclassement du littoral. Les populations n'ont pas été impliquées dans les consultations citoyennes selon l'organisation qui exige l'audit de l'assiette foncière car beaucoup d'occupations sont illégales. Michel Mendy est le coordonnateur du Forum civil section Guédiawaye avec Moussa Thiam. Ce décret-là, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Demandons son annulation. Tout simplement, la procédure pour arriver à ce décret de déclassement ne nous agrée pas parce qu'à aucun moment, les populations de Guédiawaye n'ont été impliquées dans les consultations. Il n'y a jamais eu de consultation citoyenne ici, dans la ville de Guédiawaye. C'est la ville de Guédiawaye qui a un projet d'aménagement du littoral, qui a sollicité tout simplement les conseils municipaux de la ville en leur promettant des terrains à usage d'habitation des cités municipales et qui a demandé qu'on fasse une délibération. La délibération a été approuvée par le préfet et voilà, ça s'est enclenché comme ça. La société civile de Guédiawaye justement avait proposé qu'on fasse un plan d'aménagement concerté, c'est-à-dire qu'on organise des forats pour consulter les citoyens, ensuite on pourra aboutir à quelque chose de participatif et ça n'a jamais été fait. Autre chose, c'est que le président de la République lui-même, M. Macky Sall, dans ses différentes déclarations concernant cette bande-là, jamais il n'a été question pour lui d'éradiquer la bande. Il a toujours instruit, notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, à s'occuper de la bande, à voir pourquoi les gens étaient autant intéressés par l'histoire de cette bande-là depuis le passage de la VRN3. Et il a instruit clairement que les niayes, les arbres et les dunes soient protégés. Donc ça nous attend aujourd'hui qu'il puisse prendre un tel décret. Affaire Télico Madiambal Diagne, le patron du groupe Avenir Communication, est condamné à 6 mois de prison, dont 3 fermes et d'une amende de 500 000 francs CFA et 5 millions de dommages. Madiambal Diagne était jugé pour diffamation après une plainte du juge Souleymane Télico, mais ses conseillers contestent et interjettent appel. Madiambal Diagne n'est d'ailleurs pas surpris, il s'était préparé à la condamnation peu fondée. Il estime avoir la preuve irréfutable de ses affirmations. Selon Madiambal Diagne, sa condamnation répond à des considérations extrajudiciaires. Voici sa réaction avec Elhadji Malick Ndiaye. C'est une décision qui vraiment ne m'a pas surpris et n'a surpris personne parce que depuis plus de 48 heures, après que la chambre correctionnelle avait délibéré, l'information avait circulé au niveau du palais de justice
On savait que l'Union des magistrats sénégalais s'était mobilisée et avait voulu sauver la face à son président et donc avait voulu donner l'exemple peut-être à un impertinent comme Badiambal. Donc vraiment, on savait la décision, on savait qu'elle allait tomber. On s'y attendait, on s'y était préparé. Tous nos amis, tous les journalistes même qui suivaient cette affaire-là étaient déjà informés. On avait même pensé à un moment inventer cette affaire-là, mais par respect pour l'institution judiciaire, moi je me suis interdit de faire des pratiques déloyales. Aujourd'hui, nous prenons acte de cette décision-là. Nous avons relevé appel de cela immédiatement. Nous avons estimé que c'est une décision qui n'est pas fondée en droit. C'est des considérations extrajudiciaires qui ont été à la base de cette condamnation-là. La procédure n'est pas une procédure adéquate. Elle n'est pas bonne. Ça a été démontré de façon pertinente par nos avocats. Mais dans le fond, la preuve irréfutable des affirmations que j'avais eu à faire ont été rapportées devant la barre du tribunal et les documents ont été versés dans cette procédure-là. Donc, si aujourd'hui on arrive en voie de condamnation avec une peine aussi lourde, on comprend qu'il y a des a priori, on comprend qu'il y a des considérations extrajudiciaires. Je suis un citoyen sénégalais, j'ai foi à la justice de mon pays. J'avais la possibilité d'accuser des magistrats membres d'une organisation que dirige la partie civile. Je ne l'ai pas fait parce que je considère que je peux faire foi à la justice de mon pays. Et c'est pour ça que je continuerai la procédure. Je vais relever appel. Je suis un citoyen qui n'attend pas moins que le respect de ses droits. Souleymane Teliko a été devant la justice. Moi aussi, j'ai saisi la justice par le biais d'une demande d'autorisation du ministre de la Justice pour que je puisse porter plainte contre lui pour m'avoir diffamé. J'ose espérer qu'en tant que citoyen sénégalais, si tant que les Sénégalais sont égaux devant la loi, que cette autorisation me sera donnée et que justice me sera rendue. En politique, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, annonce le début de sa tournée politique dénommée Nemmeeku Tour, une tournée qui se fera les 23, 24 et 25 juin 2021. Le leader du parti PASTEF avertit le pouvoir qu'il ne permettra aucune attaque lors de cette tournée. Il a fait face à la presse vendredi. On l'écoute au micro de Aïssatou Gueye-Ba. Le peuple ne veut pas de lui. Le peuple ne veut plus de lui, ni de son équipe, ni de ses méthodes. Et il est temps qu'il prépare ses valises pour partir en 2024. Je terminerai par dire immédiatement après, s'il plaît à Dieu, je lancerai notre tournée nationale qui, s'il plaît à Dieu, se déroulera sur 2 ans. Parce que nous ferons le tour du Sénégal, commune par commune, département par département. Nous prendrons le temps à chaque étape de communier avec ce formidable peuple sénégalais qui nous attend partout, qui demande qu'à nous voir, et nous étalerons cette tournée sur 2 ans. Il nous est revenu de plusieurs sources bien informées que ces nervis que vous voyez là sont préparés également pour saboter les tournées, comme ça a été d'ailleurs le cas hier avec Bougane Gueye Dany. Nous attendons le moment venu, on avisera, mais comme je l'ai dit durant cette conférence de presse, nous ne sommes pas là pour nous livrer à des assassins ou des nervis pour nous laisser faire. Mais le peuple souverain appréciera. Nous n'attaquerons personne, mais nous riposterons vigoureusement lorsqu'on sera attaqué. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Babacar Samb. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Spoliation foncière, malgouvernance, le professeur Malick Ndiaye invite les autorités à visiter les valeurs, traditions et vertus pour une bonne gouvernance foncière face à Bayoumar Gueye dans l'émission Objection de ce matin. Le sociologue a aussi relevé la nécessité pour le pays de faire le bilan critique de son système de gestion et appliquer une méthode partant de nous-mêmes. Vous l'avez entendu dans ce 12 heures. Dans le sud du pays, les polémiques se mettent à polluer le climat sur la route nationale numéro 4 qui relie Sénoba à Pâques, un projet de construction qui fait grincer des dents, et comment les populations dénoncent l'octroi du marché à une entreprise étrangère. Elles craignent de perdre la main-d'œuvre locale dans un contexte de précarité de l'emploi des jeunes. Une problématique prise en charge à Bignona. La coalition Benno Bokk Yakaar sensibilise les jeunes sur les opportunités de financement. La journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin, ils sont plus de 80 millions
millions d'hommes, de femmes et d'enfants en situation de déplacement à cause de la guerre, des violences et des persécutions. Plus de 16 000 réfugiés et demandeurs d'asile ici au Sénégal. Leur situation précaire, l'accès à l'éducation et aux soins donc difficile. Le réseau migratoire et développement demande aux autorités de revoir leur statut. Le chargé de programme, vous l'avez entendu, Moustapha Kemal Kébé était l'invité de cette édition d'information. Élection locale du 23 janvier, le maire de Malicounda, candidat à sa propre succession, il a été investi par ses camarades de Benno Bokk Yakaar sur l'international en Guinée. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé ce samedi la fin de la deuxième épidémie d'Ebola. Dans l'actualité sportive, Ligue 1 sénégalaise, Dakar Sacré-Cœur Teungueth FC, c'est cet après-midi à partir de 17h. La rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine avec Marie-Rosalie Ndiaye a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui, je vous le rappelle, par Hassan Thioune. À partir de 13h, vous aurez Abdoulaye Diop pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.